Chers collègues, bonsoir à toutes et à tous. Je vous propose de démarrer cette séance du Conseil municipal par l'appel nominal. Donc Anthony Desclosiers est présent, Catherine Korb, présente. Franck Steinmetz, Marianne Besmoulin, présente. Michel Daculcy, présent. Magali Cousin, présent. Marc David, présent. Jean Legovic, présent. Edwige Tougeron, pouvoir à Marianne Besmoulin, Lionel Salver, Geneviève Allopé, Arnaud Deniel, pouvoir à Jean Legovic, pardon, Véronique Cadieux, Julien Foussard, Laure Charpentier, Clémence Mortier, Patrick Cottrel, Vincent Groussin, Delphine Rossard, Michel Leclanche, Denis Poyera, Marie Grenapin, Loïc Leroux, Sonia Gruan, Henri Samoyau, pouvoir à Catherine Korb, Nassera Chabi, pouvoir à Vincent Groussin, Anna-Sophia Leclerc, Philippe Bourgelet, pouvoir à Philippe Brasselet, Stéphanie Prévost, Philippe Brasselet, Myriam Abkoui, pouvoir à Manuel Froger, Laurent Daniel, Emmanuel Froger. Merci. Hop. Approbation du procès verbal de la séance du Conseil municipal du 24 janvier. Est-ce qu'il y a des remarques? Il n'y a pas de remarques. Je le mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Le procès verbal est donc adopté. Désignation d'un secrétaire de séance. Et je propose Marie Grenapin. Qui en est d'accord? Merci Marie. Et puis nous allons donc, avant de passer à l'ordre du jour du Conseil municipal, peut-être quelques éléments d'actualité, puisque l'actualité est chargée dans notre charmante commune. Donc je voulais vous faire part de quelques éléments de cette actualité chargée. Pour vous dire d'abord, en matière d'aménagement de mobilité, que de nombreux travaux sont en cours sur la commune, puisque les travaux attendus depuis un moment de réalisation d'aménagements cyclables sur le secteur de la Cadoire ont démarré la semaine dernière. Ces travaux se dérouleront en 8 phases, d'avril à novembre, donc ça va durer quand même 6 mois. C'est un chantier qui est conséquent et impactant pour la population. Donc on vous remercie de votre compréhension. Donc ces travaux commencent par les rues Auguste Renoir et Paul Gauguin. C'est en cours. Et la partie finalement la plus importante des opérations se déroulera sur la rue de la Cadoire, notamment au mois de juin et à l'été. Ce sont, pour rappel, des aménagements qui ont pour objectif d'améliorer les déplacements à vélo et à pied, en offrant donc notamment des axes alternatifs, puisqu'en réalisant cette piste cyclable sur la Cadoire, on travaille aussi à une piste cyclable alternative dont on a déjà parlé ici, sud-nord, c'est-à-dire pour relier le centre-ville à la Rentière. Il s'agit aussi donc de sécuriser surtout nos collégiens et nos écoliers qui se rendent à vélo. Et puis, d'une manière générale, sécuriser les déplacements, végétaliser aussi la ville. Donc c'est un chantier qui est un chantier d'ampleur qui va durer donc jusqu'à novembre. Vous avez vu une communication spécifique, puisque vous avez tous reçu, les Lucéens ont tous reçu un livret de chantier, donc qui va aussi s'adapter au fur et à mesure des actualités. Pendant ce temps-là, le secteur de la Fresnaye et de la Miletière, à l'est de notre commune, est aussi en cours de travaux. Il s'agit de réaliser une zone de rencontre, de créer des trottoirs puisqu'il n'existe pas et de revoir toute la chaussée. Donc c'est aussi un chantier qui était attendu et qui sera livré d'ici l'été. Alors bien sûr, il y a des travaux, mais il y a aussi des études et des réflexions qui sont importantes, qui sont menées pour l'avenir de notre commune. Je pense bien sûr à l'étude sur le devenir de notre centre-ville, dont l'objectif est de réfléchir à un centre-ville plus convivial, plus nature, qui permette d'améliorer les conditions aussi de circulation des déplacements doux, des piétons, des vélos, mais aussi de renforcer notre centre commercial qui est très apprécié. Le plan guide sera présenté à l'automne prochain, et donc il y aura évidemment des présentations faites auprès de la population. Nous travaillons, et d'ailleurs on en parlera peut-être tout à l'heure,
à une étude sur la route de Thoiré, dont les conclusions seront aussi présentées en automne. L'objectif, c'est évidemment de réfléchir à la question du logement, de l'artisanat, mais aussi à la question des mobilités sur cette route de Thoiré, qui est une route assez ancienne et pour laquelle il faut faire cohabiter tous les modes, c'est-à-dire les vélos, les piétons, mais aussi le chronobus et les voitures. Nous avons lancé samedi dernier une étude sur les bords de Loire, elle aussi très attendue, dont l'objectif est de mettre en valeur ce paysage splendide que nous aimons tous, de favoriser la cohabitation entre les différents usages, que ce soit usage économique, agricole et les promeneurs aussi. Cette étude, elle est financée à 100% par Nantes Métropole et elle est conduite en lien avec un panel de citoyens et d'acteurs engagés d'une quarantaine de personnes qui vont travailler pendant toute l'année jusqu'à la fin de l'année à élaborer des scénarios qui feront l'objet par la suite évidemment de travaux. Alors, puisqu'on est sur les bords de Loire, je vous informe que le terrain Chapeau sera inauguré le 29 juin prochain. Ce sera un nouveau terrain de loisirs. Vous êtes peut-être toutes et tous passés devant, qui permettra à la fois du jeu pour les enfants, de flâner, de s'arrêter, de pique-niquer et de passer un moment, je l'espère, agréable. Ce terrain est situé juste en face de l'île Clémentine, île pour laquelle nous avons terminé les travaux de renaturation de son bras qui ont été achevés. Et par ailleurs, nous avons aussi engagé un diagnostic avec le Conservatoire des espaces naturels, le CEN, qui nous a accompagnés d'ailleurs sur les travaux de renaturation du bras de l'île Clémentine et qui identifie les espèces de faune et de flore, ce qui nous permettra ensuite d'adapter notre plan de gestion de l'île. Donc, en attendant, on applique une gestion différenciée des espaces, c'est-à-dire sur la période de nidification, on laisse les herbes pousser et on tond les cheminements. Je vous informe, puisqu'on est toujours sur la Loire, que les travaux de rééquilibrage du lit de la Loire menés par Voies navigables de France, il y avait une réunion hier à Ancenis, démarreront cet été, au moment de l'étiage, bien sûr, avec notamment des travaux de consolidation des berges sur la promenade de Bellevue. Donc c'est aussi un chantier qui est conséquent, mais étant donné que la base travaux est de l'autre côté sur Saint-Julien-de-Concelles, sur le site de l'Officière, et que les matériaux arriveront pour la plupart par voie de barge, eh bien l'impact sera plutôt limité puisqu'il y aura peu de camions sur la promenade de Bellevue. Mais je tenais quand même à vous donner cette information puisque évidemment ce sera un chantier assez visible. Une réunion publique aura lieu le lundi 17 juin à 18h à la salle René Losc. Et puisque je vous parlais de nature, eh bien, je vous informe que nous avons choisi le paysagiste qui va nous accompagner dans la perspective de l'ouverture du parc aux vignes, parc qui ouvrira à l'été 2025. Ce paysagiste a donc été choisi. Le mur, quant à lui, sera réalisé cet été. Il y a des temps d'échange qui sont prévus. L'information est déjà passée pour présenter ce chantier et commencer à évoquer le futur parc dont l'objectif est de laisser une large place à la nature et à la valorisation et à la protection de la biodiversité. Un dernier mot sur un sujet de préoccupation qui est celui du bois de Chassey, puisque comme vous avez pu le voir, nous avons subi quelques intempéries importantes, notamment des tempêtes et des inondations, qui ne sont pas sans conséquence d'ailleurs sur la gestion de nos services en ce moment. Et ces tempêtes ont eu raison de plusieurs arbres qui sont tombés ou que nous avons abattus pour des raisons de sécurité. Il y en aura d'autres, et donc j'attire votre attention sur ce point et compte aussi sur la compréhension des uns et des autres, puisque ce bois doit faire l'objet de travaux d'urgence, notamment aussi sur la base du diagnostic réalisé par l'Office national des forêts, l'ONF. Il y aura ensuite une seconde phase de travaux dans ce bois avec des replantations d'arbres et la mise en œuvre d'un plan de gestion qui soit adapté à la rareté de ce bois qui est un bois urbain. J'en profite pour remercier
les services techniques et les services des espaces verts qui, je peux en attester, mes collègues aussi, ont passé de très très nombreuses heures à essayer de réparer les dégâts des tempêtes qui se sont déroulées ces dernières semaines. Et ça a d'ailleurs des conséquences sur la gestion des autres espaces aujourd'hui, puisqu'on a géré beaucoup les inondations. Et il est difficile de passer à la gestion du printemps pour le moment, mais on va y arriver. Donc merci à eux. Enfin, un dernier mot concernant le volet social et solidarité pour vous dire que la ville est engagée dans l'écriture d'un plan d'action gérontologique avec comme objectif d'accompagner le vieillissement de la population. C'est un travail qui est mené par le Gérontopole des Pays de la Loire, qui se déroule bien. Il y a différents ateliers qui sont lancés et les conclusions sont elles aussi attendues à l'automne, nous permettant donc d'engager par la suite des actions pour que nos seniors puissent vivre encore mieux dans notre commune. Donc vous le voyez, les dossiers ne manquent pas pour la municipalité et pour les services de la ville. Et je vous donne rendez-vous à l'automne pour la présentation du résultat de l'ensemble de ces études. Voilà, je vous remercie de votre attention. Est-ce qu'il y a des interventions? Oui, Monsieur Brasselet. Mais Monsieur le maire, vous avez parlé de travaux et d'itinéraires cyclables, justement. Je voudrais aborder un sujet avec vous. Dernièrement, nous avons été une nouvelle fois sollicités par un collectif de riverains concernant les travaux réalisés rue du Petit Chasset dans le cadre de la création d'une piste cyclable du futur axe ouest-est. Fin décembre 2023, déjà, ce collectif nous avait fait part de leurs revendications et des différentes rencontres ayant eu lieu avec vous et les services suite à la mise en service des nouvelles infrastructures après travaux. Ils nous avaient notamment expliqué les raisons de leur mécontentement par rapport à certains travaux réalisés et leurs propositions d'aménagement. Nous avions pu vérifier de visu qu'effectivement, certains travaux réalisés posaient des problèmes techniques, voire de sécurité. À ce jour, malgré les différentes interventions de ce collectif, réunions sur site avec vous et les services concernés, de nombreux courriers de relance de leur part, dont certains assez récents, force est de constater qu'aucune réponse concrète ne semble avoir été apportée et que les travaux de mise à niveau ne débutent pas. C'est donc en toute légitimité que nous prenons la parole aujourd'hui, en début de ce conseil municipal, car cela fait quand même plus de 6 mois que ce dossier traîne. Nous savons que vous êtes actuellement en attente d'éventuels nouveaux éléments de Nantes Métropole, mais malgré cela, nous souhaitons nous aussi vous alerter sur la nécessité d'une intervention décisive de votre part pour obtenir une mise en conformité des voiries dans un secteur qui est fortement emprunté sur la commune. En effet, dans votre rôle de maire de la commune, vous avez l'entière responsabilité des aménagements réalisés sur son territoire, y compris lorsque les travaux sont réalisés sur un périmètre délégué à Nantes Métropole. Votre mission de délégué auprès de Nantes Métropole et celle de votre collègue, Madame Cadieux, doit également vous permettre d'exiger que les améliorations soient apportées rapidement, avec pour objectif de rendre totalement efficients et sécuritaires les aménagements qui ont été réalisés en septembre 2023, et cela dans le cadre de l'axe Doubs ouest-est. Ceci permettra, d'une part, de répondre aux attentes des habitants de ce secteur, mais aussi, d'autre part, de manière plus globale, à tous les usagers de cet axe et des rues périphériques. Nous espérons aussi que les difficultés rencontrées sur cet exemple serviront de retour d'expérience pour réaliser en conformité les futurs aménagements prévus sur la ville, notamment ceux, vous les avez cités, du projet Cadouard dans sa globalité, où de nombreux plateaux, là aussi, et modifications de voirie et de carrefours sont prévus. Nous apporterons, bien entendu, une attention particulière à la prise en compte de notre demande et aux réponses qui seront apportées au collectif. Je vous remercie.
Merci pour votre intervention. Peut-être faut-il rappeler, même si j'ai commencé à le faire dans l'introduction, avant d'entrer dans le vif du sujet sur la question des trottoirs traversants de la rue du Petit Chasset, peut-être rappeler les raisons pour lesquelles Nantes Métropole et la ville mènent ces chantiers, qui sont nombreux, comme on a pu le dire tout à l'heure. D'abord, la volonté de la ville et de la métropole, c'est de développer les déplacements doux, clairement, en cohérence avec l'ère du temps, avec le changement et l'évolution des mentalités, le changement des habitudes, sans pour autant opposer les moyens de transport. Mais il y a une réalité qui fait qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a une augmentation importante du nombre de personnes qui utilisent le vélo, notamment pour se rendre au travail. Donc c'est dans cette optique que nous avons engagé un plan de déplacement doux, avec un plan communal de déplacement doux avec Nantes Métropole. Je rappelle qu'à Saint-Just, il y a 29 km d'itinéraires cyclables, ce qui est bien, mais peut mieux faire, et que seulement 3% des trajets, selon les éléments du plan de déplacement urbain, le PDU, seulement 3% des trajets s'effectuent à pied ou à vélo. Donc il y a évidemment cet objectif qui pour nous est fondamental, celui de développer les déplacements doux à pied, à vélo, pour que notre commune puisse être plus facilement accessible. C'est bien ça l'objectif des travaux. Alors ça génère quoi? Ça génère, on en a parlé, j'y reviens pas, des travaux sur l'Accadoir, voilà, notamment pour sécuriser les collégiens et les écoliers. Ça génère la création d'un axe nord-sud ou sud-nord pour rejoindre le centre-ville des Indulgences à la Rentière. Et ça génère la création d'un axe cyclable ouest-est, donc qui passe par la rue du Petit Chasset, puis ensuite l'allée haute de Frémont, et qui rejoint le quartier de la Millet. Voilà, c'est ça l'objectif, avoir des itinéraires qui soient continus, sécurisés, maillés entre eux, bien connectés, et qui permettent aussi de contourner les points durs que sont notamment les axes principaux comme la rue Louis Gaudin ou la traversée du bourg. C'est dans ce cadre-là donc que les travaux ont été réalisés, que cet axe dont je vous parlais a commencé par la rue du Petit Chasset, par d'abord une coulée verte qui arrive de la route de Sainte-Luce pour rejoindre la rue du Petit Chasset, puis la mise en place d'un chaussée doux, c'est-à-dire un axe, vous savez, avec une voie centrale où on peut rouler selon s'il y a des vélos ou pas sur la piste cyclable ou non. Et pour pouvoir réaliser ce chaussée doux, a été décidé par Nantes Métropole de la réalisation de trottoirs traversants. Donc ce sont 3 trottoirs traversants qui sont sur la rue du Petit Chasset et qui ont remplacé finalement les stops qu'il y avait auparavant. Ce n'est pas un principe nouveau, les trottoirs traversants, puisqu'il y en a déjà à l'avenue des Floralies. Il y a aussi eu, dans le mandat précédent, d'autres trottoirs traversants qui ont été réalisés rue du Poitou, rue du Patisseau et encore à d'autres endroits. Donc c'est ça, le principe du trottoir traversant, c'est de permettre une continuité piétonne sans dénivelé, où le piéton est finalement prioritaire et circule sur ces trottoirs. La différence entre ces trottoirs-là et les trottoirs de Patisseau et Anjou, c'est que on reste finalement sur le même niveau, ce qui est d'ailleurs très agréable et très confortable pour le piéton. Donc voilà pour réexpliquer un petit peu l'objectif. Donc une continuité des cheminements piétons, une sécurisation pour le passage des vélos, ce qui du coup implique que les voitures roulent au pas pour pouvoir traverser le dit trottoir traversant. Suite à ça, il y a effectivement eu une mobilisation des collectifs des habitants. Donc, il y a eu, pour pouvoir en discuter, 3 réunions. Une réunion sur place et puis 2 réunions en ma présence ici en mairie, où nous avons donc abordé ces sujets et recherché des solutions. Moi, je voudrais dire aux habitants concernés que je respecte tout à fait leur ressenti. Un ressenti ne se juge pas. C'est voilà, c'est leur manière de ressentir cet aménagement. Donc ça, moi, j'ai pas de difficulté avec ça et je comprends tout à fait.
Et donc, c'est sur cette base-là que nous avons demandé à Nantes Métropole d'étudier la possibilité d'adapter les dispositifs. Il y avait deux options. Une première option qui est celle d'élargir le trottoir et de créer une résine, en fait, pour pouvoir matérialiser le passage des piétons, comme c'est le cas d'ailleurs sur la rue d'Anjou et la rue du Patisseau. Donc ça, c'est une première option à moindre coût. Et il y a une seconde option qui consiste, enfin, il y a trois options. Une seconde option qui consiste à tout enlever. Cette option est exclue, puisque le principe, c'est vraiment la continuité des cheminements. Et il y a une autre option qui est celle de changer les bordures, en fait, des trottoirs traversants. Mais étant donné qu'il y a des marchés à bon de commande, cadre, vous connaissez le principe des marchés publics, eh bien ce changement de bordure n'est pas possible. Il faudrait les commander sur mesure, ce qui mettrait du temps et serait extrêmement coûteux. En gros, cette opération de changer les bordures coûterait quasiment 40 000 euros, ce qui est un montant beaucoup trop élevé et qui générerait forcément de faire d'autres choix sur d'autres aménagements, ce que nous ne souhaitons pas. Donc la proposition qui a été faite à la suite de la troisième réunion, c'est que j'ai formalisée, parce que il faut quand même bien rappeler que Nantes Métropole ne fait pas d'aménagement si la ville n'est pas d'accord. Donc on était d'accord sur le principe de l'aménagement. Donc ça c'est sûr. Et du coup, nous avons proposé au collectif de réaliser cet élargissement et de mettre en place cette résine, et puis aussi de réaliser des changements en fait de poteaux à certains endroits, au passage piéton, etc. Donc c'est cette proposition-là qui a été faite, et le collectif nous a en effet répondu récemment, le 21 mars dernier précisément, donc c'est assez récent, hein, que eh bien, les modifications proposées ne convenaient pas. Donc on en est là pour l'instant. Donc depuis le 21 mars, moi j'ai pas eu le temps de répondre à ce stade, mais la proposition d'élargissement est de toute façon toujours d'actualité et de mise en œuvre de cette résine, mais il n'y aura pas de changement complet du dispositif. La proposition est vraiment l'élargissement, ce qui, je pense, répond à la préoccupation, puisque ce que disaient les habitants, c'est que le problème du trottoir qui est assez peu large, c'est qu'on passe les roues avant, puis ensuite on passe les roues arrière, sans que pour autant on soit passé totalement. Donc l'élargissement, donc ça fait deux secousses, si j'utilise les mots qui étaient utilisés par le collectif. Donc l'élargissement répond à cette préoccupation de ce fait. Donc voilà, cette proposition reste tout à fait d'actualité. Juste pour répondre à deux choses, Monsieur Brasselet. Aucune réponse concrète n'ont été apportées. Ben si, je viens d'en faire la démonstration. On a apporté des réponses et des propositions. Et quand vous parlez de mise en conformité des voiries, cela ne me semble pas juste, puisque les voiries sont conformes, sinon elles n'auraient pas été mises en œuvre, et la conformité a bien été vérifiée sur la base des éléments du CEREMA. Voilà, je crois avoir répondu à l'ensemble de votre interrogation. Oui, si vous permettez, je voudrais quand même rajouter, nous, l'objectif de cette intervention au début de conseil municipal, c'était vous donner une alerte sur cette situation. Bon, j'entends bien ce que vous avez donné comme explication par rapport à la fois à vos démarches et aux réponses techniques. Cela étant, il faut reconnaître que la méthode des trottoirs traversants n'est pas une méthode qui est optimum et qui répondent aux attentes à la fois de ceux qui les traversent et à la fois ceux qui les empruntent. Prenons le cas à la Planchonnet, par exemple. Ben, à la Planchonnet, il y a le même problème concernant ce trottoir traversant. Si jamais vous venez avec une voiture, vous avez l'impossibilité de tourner sur votre droite, puisque, oui, non, mais ça pose quand même question. Ça veut dire que vous restez en plein milieu de la route. Là, dans ce cas précis, le problème, effectivement, vous l'avez souligné, c'est la largeur du trottoir traversant, de manière à éviter que les voitures restent coincées au milieu. Mais il y a également donc l'angle qui nous paraît quand même assez sérieux pour l'avoir essayé en voiture. Il est quand même assez abrupt, quoi.
Donc voilà. Après, comme vous le dites, c'est un ressenti. Il faut respecter le ressenti. J'entends les remarques qui sont faites ici. Il y a... Bon, les gens de Nantes Métropole respectent très certainement des normes, des règles du CEREMA, mais on voit bien au fur et à mesure des aménagements qui sont faits sur ces trottoirs traversants notamment, qu'il y a à chaque fois des discussions et des problèmes. Nous, de notre temps, on a eu aussi le problème concernant au Patisseau, et malgré cela, on a l'impression qu'ils ne tiennent pas compte de ces éléments-là pour essayer d'améliorer le système tout en respectant les règles que vous donnez concernant la continuité piétonne, si possible, à niveau, et la réalisation donc, de modes doux. Donc voilà, on voulait attirer cette attention et vous demander donc de mettre tous vos pouvoirs en avant de manière à faire en sorte qu'une solution puisse être trouvée et être partagée au maximum donc avec les habitants. Voilà. Merci. C'est sûr que ça génère du changement, et c'est vrai que le changement, c'est jamais simple. Et comme vous le disiez, vous l'avez éprouvé aussi, vous, sur la rue quand vous étiez aux responsabilités sur la rue du Patisseau, la rue d'Anjou. D'ailleurs, je me souviens que je crois que c'est une des toutes premières élues, tu te souviens, Catherine, c'est une des toutes premières pétitions qu'on a reçues de personnes qui voulaient qu'on remodifie totalement l'aménagement, ce qui n'avait pas été fait. Il y avait eu, à votre époque d'ailleurs, des ajustements très légers. Vous aviez gratté les bordures pour faire en sorte que ça soit plus doux. Là, c'est pas les mêmes bordures, ça fonctionne pas. Enfin, c'est pas tout à fait le même aménagement de toute façon. Donc, effectivement, le changement génère forcément ces difficultés. C'est compréhensible. Voilà, il n'y a pas de jugement de ma part sur ce sujet-là. Donc les solutions, je les ai données, hein, je les confirme. Il est tout à fait possible d'adapter le dispositif, d'élargir le trottoir, de mettre en place une résine. Et je pense que ça répondra à la problématique de cet aménagement. Voilà, donc je reconfirme, vous pourrez en parler au collectif et peut-être nous accompagner aussi dans cette démarche-là, pour qu'on puisse trouver la solution qui soit la plus adéquate pour respecter l'objectif de cet aménagement et en même temps répondre à la préoccupation des habitants. Merci pour votre intervention. Chers collègues, je propose qu'on entre dans le vif des sujets de nos délibérations du jour. Et sans plus tarder, je vais passer la parole à Marianne Besmoulin qui va, donc c'est une information, qui va vous présenter, et puis Laure Charpentier qui pourra compléter, qui vont vous présenter donc l'avant-projet définitif de la rénovation de l'école élémentaire de la Cerisay, un de nos gros dossiers, si ce n'est le gros dossier de l'année, puisque le budget que nous avons voté tous ensemble est de 1,9 million d'euros, ce qui est évidemment conséquent. Marianne, je te passe la parole. Merci, monsieur le maire. Bonsoir. Donc, lors du conseil municipal de décembre dernier, nous avons voté une autorisation de programme et crédit de paiement pour la rénovation et la mise aux normes de l'école de la Cerisay. Donc, je vais vous présenter un peu plus en détail les travaux. Pour rappel, ces travaux s'inscrivent dans un projet global de rénovation et de renaturation du groupe scolaire du centre. Donc, c'est un projet qui s'articule en deux phases. Une phase de rénovation du bâti, avec la rénovation énergétique de l'accueil périscolaire des Préverts et du restaurant scolaire qui ont eu lieu en 2023. Et pour 2024, donc, la rénovation énergétique de l'école de la Cerisay. Dans la deuxième phase de ce projet est prévu l'aménagement paysager du site, en concertation notamment avec la communauté éducative utilisatrice du site scolaire, ainsi que les riverains. Et donc, ce qui est prévu, c'est un réaménagement et une renaturation des espaces extérieurs, notamment des cours d'école. Donc, nous sommes actuellement accompagnés par le CAUE pour commencer à travailler sur le sujet. Pour rappel toujours, les réalisations de 2023 sur ce site scolaire. Donc, l'ancien accueil périscolaire a été démoli. L'accueil périscolaire des Préverts
a bénéficié d'une rénovation énergétique essentiellement, donc avec des travaux d'isolation et d'étanchéité. Le chauffage, l'ancienne chaudière a été remplacée par une pompe à chaleur. Et il y a également eu une mise aux normes PMR avec l'installation d'une rampe d'accès. Et donc voilà, l'aspect visible de l'extérieur, c'est le bardage pour l'isolation thermique par l'extérieur. Sur le restaurant scolaire, on était à la fois sur le même type de travaux d'isolation du bâtiment, mais également les travaux ont permis une mise aux normes à la fois PMR, mais également du point de vue sanitaire et droit du travail, avec notamment un travail sur les vestiaires du personnel assez conséquent. Donc concernant spécifiquement l'école de la Cerisay pour cette année, on a essentiellement 2 volets, là encore prévus sur ces travaux, un peu à l'instar de ce qui a été fait sur le restaurant scolaire. Un volet qui concerne la rénovation thermique et énergétique du bâtiment. Alors dans ce volet, on a la mise en place d'une isolation par l'extérieur, le remplacement des menuiseries de la façade ouest avec une mise en place de volets roulants, le remplacement de la VMC simple flux par une VMC double flux qui va permettre d'améliorer la qualité de l'air au sein de l'établissement, la réfection complète de la toiture pour renforcer l'isolation et également poser des panneaux photovoltaïques qui permettront d'atteindre 45% d'autosuffisance électrique sur ce bâtiment. Et enfin, la chaudière à gaz sera également remplacée par une pompe à chaleur. Le deuxième volet concerne l'amélioration des conditions de travail et de vie dans le bâtiment, ainsi que de l'accessibilité. Donc, il y aura un remplacement des faux plafonds dans les classes, le traitement de l'acoustique dans les escaliers et les circulations, la réfection complète des sanitaires du préau, la création d'un local de stockage attenant à la salle des maîtres et d'un grand local de ménage grâce à l'espace qui va être gagné sur le local chaudière actuel, et également la création de rampes d'accès PMR. Donc, comme Monsieur le maire l'a rappelé, on est sur un budget total de 1,9 million d'euros sur l'ensemble de ces travaux. Donc un plan de l'école, donc en haut c'est le premier étage, en bas c'est le rez-de-chaussée. Donc notamment, on voit sur ce plan la création à côté de la salle des maîtres du local ménage et du rangement, puisque avec la pompe à chaleur, l'espace nécessaire pour la chaufferie est moindre. Et puis surtout, on voit la création aussi de la rampe le long du bâtiment, la rampe d'accès PMR, et la création également de 2 sas sous le préau pour répondre à la fois aux normes PMR et à des normes de sécurité sur le bâtiment. Donc pour faire un zoom sur les sanitaires du rez-de-chaussée, qui vont être entièrement refaits, donc, parce que très vétustes, également 2 sanitaires côté garçon et 2 sanitaires côté filles vont être remplacés par un sanitaire PMR, puisqu'on n'avait pas de sanitaire PMR auparavant dans ces espaces. Voilà. Donc maintenant, sur l'aspect esthétique des nouvelles façades avec la pose du bardage, donc le bâtiment de la Cerisay est le bâtiment le plus imposant du groupe scolaire. C'est celui qu'on voit directement en entrée de site. Donc une attention particulière a été accordée à l'aspect esthétique. Donc là, on aura à la fois des panneaux colorés, donc avec un dégradé de bleu-vert, comme vous pouvez le voir, et également un bardage bois dans les tons plutôt gris. Donc on ne sera pas sur les mêmes bardages que sur le restaurant scolaire et sur l'accueil périscolaire. Et afin de casser un peu l'aspect massif et très long du bâtiment, il y aura également une alternance de calpinage sur ce bardage bois, donc avec à la fois des portions où il sera horizontal et d'autres portions où il sera vertical. Donc concernant le calendrier des travaux, les appels d'offres sont en cours de lancement. Les travaux vont démarrer dès le tout premier jour des vacances scolaires en juillet
et vont durer 5 mois, donc c'est-à-dire jusqu'aux vacances de la Toussaint. Donc on aura une partie de ces travaux qui vont s'effectuer en site occupé. Comme pour les autres travaux qui ont été effectués l'année dernière, des points réguliers d'information ont lieu et auront lieu avec la communauté éducative, donc à la fois sur le projet, mais également sur le chantier, et ce, tout au long des travaux. Voilà. Et donc, l'objectif, c'est à la fois d'apporter du confort aux usagers, mais également d'avoir un véritable gain énergétique sur ce bâtiment, puisque à l'issue de ces travaux, on devrait pouvoir bénéficier d'une économie d'énergie minimale de 40% et atteindre les objectifs du décret tertiaire. Voilà, je vous remercie. Merci Marianne. Est-ce qu'il y a des interventions sur ce sujet? Pas d'intervention? Non. Je voulais souligner évidemment l'effort important de la municipalité sur ce sujet, parce que en plus des travaux de la Cerisaine, nous avons fait les travaux du périscolaire, comme ça a été souligné par Marianne, et du restaurant scolaire, ce qui équivaut quasiment à 4 millions d'euros, ce qui est vraiment un effort de la collectivité qui est considérable pour faire la mise aux normes, adapter nos bâtiments et surtout agir en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique. C'est un engagement majeur, parce qu'on sait aussi que tout ce qui est artificialisation des sols, tout ce qui est déplacement quotidien, tout ce qui est bâtiments en tout genre, notamment bâtiments tertiaires et bâtiments publics, ça correspond à la moitié de nos émissions de gaz à effet de serre. Donc nous, communes, on a évidemment notre rôle à jouer. C'est pas un petit pas, c'est pas une petite pierre, c'est au contraire un investissement qui est majeur. Et les collectivités, quand on voit tous les débats qu'il peut y avoir en ce moment avec le gouvernement qui cherche à faire des économies sur le dos des collectivités, on voit bien que c'est pas tout à fait ce qu'il faut faire, puisque ce sont les collectivités qui investissent. 70% d'investissements publics sont portés par les collectivités territoriales. Et donc on voit bien l'importance et le rôle qu'on joue dans l'investissement, qui permet de soutenir l'activité économique, mais aussi dans la réponse aux grands enjeux et à l'urgence climatique. Donc je voulais quand même souligner cet élément-là, après les travaux qu'on fait dans les écoles, après les travaux de l'hôtel de ville. On voit bien que petit à petit, on adapte nos bâtiments, et on le fait pas d'une manière, réduite. On le fait avec ambition, en prenant l'entièreté du bâtiment et en cherchant des solutions. Donc voilà, je trouvais important et intéressant de le dire et de le rappeler, que cet engagement est tout à fait vertueux et important. Merci à tous. Il n'y a pas de vote puisque c'était une information, et donc nous passons à la délibération. Et c'est toujours Marianne Besmoulin, qui concerne la modification du règlement intérieur du multi-accueil Bidibule. Effectivement, donc le règlement intérieur du multi-accueil Bidibule est le document qui détermine les règles d'organisation et de fonctionnement de cet établissement d'accueil de jeunes enfants. Donc nous devons, notamment pour être en conformité par rapport aux dernières préconisations de la Caisse d'allocation familiale et de la PMI, mettre à jour un certain nombre d'éléments. Donc les modifications effectuées concernent la suppression des majorations tarifaires en cas de retard et d'absence non signalée, la création d'une déduction tarifaire sur présentation d'un justificatif en cas de rendez-vous médicaux réguliers ou d'absence imprévue type pour un décès. Des précisions quant aux produits de soins dont l'utilisation est autorisée par la PMI, et également des précisions sur les motifs de rupture de contrat. Donc le document complet est joint à la délibération, et je vous propose d'approuver ce règlement intérieur. Merci. S'il n'y a pas d'intervention, je mets cette délibération aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Cette délibération est donc adoptée. Marianne Besmoulin, pour les tarifs du multi-accueil. Donc nous votons cette délibération chaque année.
puisque c'est la Caisse nationale d'allocation familiale qui fixe les tarifs des établissements d'accueil du jeune enfant. Donc la tarification est basée sur le taux d'effort. Et donc pour 2024, ce qui est modifié, c'est le plancher et le montant horaire de la PSU. Donc tous les éléments sont donnés en annexe de la délibération. Et oui, je précise, il est également proposé de supprimer les pénalités en cas de désengagement après acceptation par la famille d'une place en accueil régulier. Merci. S'il n'y a pas d'intervention, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Cette délibération est donc adoptée. Délibération suivante, Delphine Rossard, concernant l'adhésion à la fédération Connaître et protéger la nature. Bonsoir. Donc, dans le cadre du projet éducatif de territoire 2023-2026, que nous avons présenté ici même en septembre au Conseil municipal, nous avons alors réaffirmé notre volonté de proposer une offre péri- et extrascolaire diversifiée et de qualité pour les enfants accueillis dans nos structures municipales. À travers cette offre, nous souhaitions notamment poursuivre nos actions éducatives au sujet de l'environnement et de sa préservation. Nous proposons aujourd'hui d'adhérer à la Fédération Connaître et protéger la nature, donc la FCPN, afin de poursuivre la dynamique engagée. Connaître et protéger la nature, c'est un mouvement d'éducation populaire créé en 1972 qui cherche à entretenir le lien entre les hommes et leur environnement proche et à favoriser la prise de conscience de notre appartenance au vivant. Le mouvement a pour objectif de faire découvrir la nature, d'apprendre à la respecter et de mettre en place des actions concrètes pour la protéger, ceci en partenariat avec les acteurs locaux. La FCPN, ce sont 19 000 personnes à travers le monde, réparties sur 3 continents. Ce réseau, financé notamment par le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires et par l'Office français de la biodiversité, permet, via une cotisation, d'avoir accès à des ressources pédagogiques sous forme de fiches pratiques, de quiz, de puzzles, de fiches de suivi pour réaliser des relevés d'espèces, de recettes, de chasse au trésor, ou via le prêt d'exposition ou encore de DVD. Cela comprend également la réception du journal des adhérents, un accès aux événements CPN, la réception de cahiers techniques et outils et des tarifs préférentiels sur les produits CPM et particulièrement sur les formations. Entre autres actions, la ville propose déjà des clubs nature pour tous les âges. Sur l'accueil périscolaire du mercredi, pour les maternelles avec Cicadelle en partenariat avec Écopole, pour les élémentaires avec l'amicale laïque et son intervenante, l'école buissonnière. Depuis la rentrée, des clubs nature sont aussi proposés aux patios pour les collégiens. Les outils mis à disposition au travers de cette adhésion permettront à nos équipes d'animation de gagner en autonomie sur ces projets et de proposer de nouvelles actions en complément de l'existant afin d'étoffer le travail éducatif mené dans le champ du développement durable et des transitions écologiques. D'un montant de 50 € par an pour 2 à 9 membres, la cotisation s'inscrit dans la fiche action éducation et développement durable du budget primitif 2024. Je vous remercie donc de valider cette adhésion et d'autoriser Monsieur le maire à signer tout document en lien avec celle-ci. Je vous remercie. Merci. Est-ce qu'il y a des interventions? Il n'y en a pas. Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Cette délibération est donc adoptée. Délibération suivante, c'est l'approbation des zones d'accélération des énergies renouvelables. Catherine Korb. Si. La ville s'est saisie de la loi APER de mars 2023 pour définir des projets en matière de zones d'accélération des énergies renouvelables sur notre territoire, que nous avons matérialisé sous forme de cartographie qui vous ont été présentées lors du conseil municipal de décembre 2023. Essentiellement, notre commune peut être couverte en photovoltaïque. Il n'y a pas possibilité de porter de l'éolien sur la commune.
de la biomasse, c'est aussi possible. Et le conseil municipal du 6 décembre 2023 a validé le lancement de la concertation du public sur les projets de zone d'accélération de la commune. Il a validé la période pour ce faire du 22 janvier au 18 février 2024 inclus. Aujourd'hui, la part de production d'énergie renouvelable dans la consommation totale de notre commune est de 3,4 gigawattheures actuellement. L'objectif pour 2030, c'est d'atteindre 26 gigawattheures à la fois en photovoltaïque et en biomasse. Photovoltaïque en toiture, que ce soit en solaire ou en thermique, en ombrière, en photovoltaïque et en biomasse pour 1 gigawattheure. Cette projection a été travaillée par les services de la ville à partir des études de potentiel énergétique disponible et des projets en cours. Et nous avons été accompagnés pour ce faire par l'agence d'urbanisme nantaise, Laurent. Nous avons souhaité participer puisque cela nous permet, et ça permet aux habitants et aux entreprises qui souhaitent réaliser des projets en matière d'énergie renouvelable de bénéficier, dans le cadre des zones d'accélération, de délais de procédure plus encadrés, et les projets pourront bénéficier de tarifs et de bonifications tarifaires, essentiellement sur le solaire pour notre commune, ce qui va faciliter leur déploiement. Par contre, cette identification des zones n'est pas définitive, elle est validée pour une période de 5 ans et sera donc réappréciée au bout de 5 années. Ce zonage n'oblige pas à réalisation, il facilite la réalisation par à la fois les bonifications et les délais plus courts d'instruction. Pardon. Par contre, ça n'empêche pas un particulier ou une entreprise qui ne ferait pas partie de cette zone d'accélération de mettre du solaire sur son toit, mais ce particulier devrait dans ce cas respecter à la fois le plan d'urbanisme métropolitain et aussi respecter tout ce qui tourne autour du zéro artificialisation nette. Les projets donc situés dans ces zones devront prendre en compte systématiquement la consommation des terres naturelles et agricoles, ainsi que la sensibilité environnementale. Pour ce faire, la concertation publique sur notre commune a été, comme pour les autres communes, débattue en Conseil métropolitain du 14 décembre 2023. La concertation sur la commune a donc eu lieu du 22 janvier au 18 février 2024. Il y a eu mis à disposition des habitants un dossier de concertation, un registre pour inscrire les observations. Il y a eu également mis en place une ligne Internet dédiée. Il y a eu aussi la tenue d'une permanence le samedi 27 janvier. Et il y a eu, pour encourager les populations à participer, plusieurs relances, à la fois par la presse et les réseaux sociaux, les 5 et 22 janvier, les 9 et 16 février. Sur la commune, nous avons eu une seule contribution d'un habitant à laquelle la ville a répondu. Il s'agissait d'une personne qui s'étonnait que dans un village de la commune, tout au bout, sur une issue, on n'autorisait pas une zone d'accélération. Et il lui a été répondu que nous n'autorisions pas des zones d'accélération sur la commune dans les zones agricoles ainsi que les zones naturelles sensibles et les zones naturelles. Aujourd'hui, il vous est demandé d'approuver les zones d'accélération et ce qui vous est soumis à validation, c'est de valider
le passage de la biomasse, de mettre en place la biomasse en approvisionnement des réseaux de chaleur selon la carte qui était annexée à la présente délibération pour une puissance estimée à 1 gigawattheure. Au niveau énergie solaire, photovoltaïque ou thermique en toiture, pareil selon la carte qui a été annexée à la présente délibération, pour une puissance de 17 gigawattheures, majoritairement dans les zones d'aménagement, les zones d'activité et sur les toitures du patrimoine bâti public, sur la base d'un ratio de 30% de toitures scolarisées sur un bâtiment sur 15. Et on a bien vu, comme l'a présenté Marianne Besmoulin tout à l'heure, que nous avons déjà commencé à lancer les opérations. Au niveau énergie solaire photovoltaïque en ombrière, pareil, selon la carte qui a été annexée à la présente délibération, pour une puissance totale estimée à 9 gigawattheures. Je vous remercie. Avez-vous des observations? Merci Catherine. Pas d'intervention. Je mets aux voix cette délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Cette délibération est donc adoptée. Délibération suivante, Jean Legovic, pour la présentation du plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information des demandeurs. Merci, Monsieur le maire. Ce plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information du demandeur est conforme à la loi pour l'accès au logement et à un urbanisme rénové, la loi ALUR. Ce plan partenarial a pour objectif de placer le demandeur de logement social au cœur de l'instruction de son dossier, lui permettant d'en comprendre les différentes étapes et de devenir acteur de sa demande. Ce que je vous propose, c'est un document qui est assez technique, qui fait 40 pages, de mettre un petit peu de contexte et de vous expliquer comment ça se passe une demande de logement social et quelle est la situation du logement social à Sainte-Luce. Alors, tout d'abord, il faut bien sûr, chaque demandeur doit déposer un dossier avec un certain nombre de critères qu'il remplit. Ces critères sont évalués, cotés. Il y a un système de cotation. Donc si on prend la partie droite avec le cheminement, il y a un dépôt et l'enregistrement de la demande. Dès qu'un logement se libère ou est livré sur un nouveau programme immobilier, il y a une recherche des candidats, donc une recherche de correspondance entre les besoins qui ont été exprimés par les candidats et le logement qui est libéré. Les candidats sont contactés, il y a une vérification des informations parce que quelquefois les demandes sont longues, datent d'un certain temps et il y a une évolution de la composition familiale par exemple ou des conditions de ressources. Donc vérification de ces informations et présentation de 3 candidats pour un logement dans une commission d'attribution. Une commission d'attribution de logement, une CAL. Et puis finalement, le logement est attribué ou non. Bien entendu, les candidats pour lesquels on refuse un logement sont avertis qu'ils n'ont pas été acceptés. Page suivante. Juste pour faire le blanc, c'était ce document que je vous montre là, c'est un document papier qui est fait par Nantes Métropole et qui est disponible au CCAS, bien entendu, dans tous les CCAS de la métropole. Alors, sur les pages suivantes, on vous détaille les critères d'obtention de points qui permettent la cotation en fait de chaque candidat. Sont pris en compte le caractère prioritaire de la demande, si c'est une priorité par l'État, avec en particulier le droit au logement opposable, victime de violences conjugales, sortant de structures d'hébergement d'urgence, statut de réfugié handicap, ou des priorités Nantes Métropole, une demande de mutation prioritaire, un relogement dans le cadre d'une opération de renouvellement urbain, du dispositif Logement d'abord. Donc avec pour chacun de ces points un montant correspondant. Selon les motifs de la demande, un logement inadapté, perte d'autonomie ou handicap, logement reconnu indigne ou non décent, et pour se rapprocher de son lieu de travail, l'ancienneté de la demande, la situation professionnelle,
La situation actuelle, si on est sans abri, si on vit dans un logement temporaire, une structure d'hébergement, un hôtel social, etc., si on vit en foyer, en logement-foyer, foyer-logement, pardon, résidence sociale ou dans pension de famille, si on vit en camping, en habitat mobile ou en résidence étudiante et universitaire. Selon l'occupation du logement, sous-occupé, suroccupé, et puis dans la partie droite, l'historique de la demande. Si on a refusé déjà des logements, c'est pris en compte. On ne peut pas refuser indéfiniment des logements. Si c'est déjà passé en commission d'attribution, si votre demande est déjà passée en commission d'attribution, et si ça a été refusé. Alors, le premier cas de refus, c'est quand vous avez refusé d'être positionné en commission d'attribution, et le deuxième cas de refus, c'est vous avez refusé un logement. Voilà. Puis après, il y a tous les contacts et renseignements. Alors, je continue, je poursuis l'information autour de cette délibération. J'ai estimé que c'était vraiment important de vous informer là-dessus. Le marché du logement... Ouais, pardon, excusez-moi, je ne suis pas sur les bonnes diapos. Donc, à Sainte-Luce, vous n'êtes pas sans savoir que le marché du logement est tendu. Il n'y a pas assez de logements construits. Bon, ce n'est pas spécifique à Sainte-Luce, bien entendu. Il y a même des gens à la rue. Le logement, pour nous, le logement social est primordial. C'est vraiment une question de solidarité. 1454 logements sociaux à Sainte-Luce à fin 2023, dont, alors ce sont les chiffres que j'annonce maintenant sont de fin 2022, mais on peut varier depuis sur l'année 2023, 40 logements privés et 194 logements foyers. Alors, les logements privés, il y en a principalement rue de la Binet et rue du Bois-Maurice. Les foyers logements, ce sont par exemple l'EHPAD de la Rose des Vents, la résidence pour les jeunes travailleurs et les étudiants au Liard, à côté du CIFAM, et puis SOS Village d'Enfants. Tout ça, ils sont pris en compte comme des logements sociaux. En 2023, il y a eu 617 demandes HLM au CCAS directement, contre 614 en 2022. Ces demandes-là sont celles qui sont adressées directement au CCAS de Sainte-Luce, alors soit par téléphone, soit par un rendez-vous. On enregistre ces demandes de manière un petit peu séparée des demandes globales, et je vais y revenir, ce qui va nous permettre, en posant des questions que les travailleurs sociaux ont l'habitude de poser, qui vont permettre de mieux définir la détresse, éventuellement la détresse sociale des gens qui font la demande. C'est en plus, en fait, ça nous permet d'être plus précis, plus juste dans les attributions que le système qu'on vous a présenté là. Il y a eu en 2023 2814 demandes pour Sainte-Luce en choix 1, 2, 3, sachant qu'on peut faire 5 choix, un choix prioritaire 1, prioritaire 2 sur les différentes communes du département. Et tous choix confondus, il y en avait 6975 pour 62 attributions pour la rotation habituelle. Ça veut dire que sur Sainte-Luce, sur le lot de la réservataire mairie, je vais y revenir, du contingent mairie, il y a eu 62 logements qui ont été quittés par leurs locataires et donc qui ont pu être réattribués à d'autres locataires. Et 15 attributions dans un programme neuf. Alors, je vous ai parlé des réservataires. Qu'est-ce que c'est qu'un réservataire? C'est les gens... Alors, c'est là que ça devient un petit peu compliqué, excusez-moi. Mais pour comprendre comment ça fonctionne, il faut en passer par là. En fonction des financements qu'ils ont apportés, ils ont fourni un terrain, ils ont apporté des subventions. Les financeurs, qui peuvent être l'État, la mairie, les collectivités, la mairie en particulier, et Action Logement, disposent de quotas d'appartements réservés sur chaque programme immobilier qu'ils attribuent aux candidats locataires qui leur en font la demande en fonction de leur situation familiale, de leurs revenus, de leur état de précarité, toutes les conditions qu'on a déjà vues. Ces financeurs sont appelés des réservateurs et disposent d'un contingent. Voilà, c'est une loi qui décide que le contingent de la mairie sur un programme immobilier, c'est 20% des logements.
C'est-à-dire que la mairie va pouvoir proposer des candidats, flécher des candidats sur 20% de chacun des programmes. Le reste des logements sur un programme seront contingentés par la préfecture et l'État, donc à hauteur de 30%, et par Action Logement à hauteur de 50%. Qu'est-ce que c'est qu'Action Logement? C'est un organisme financé par les entreprises qui emploient des salariés. C'est le 1% logement. Donc, quelqu'un qui est salarié et qui vient demander un logement social sera positionné sur le contingent Action Logement. J'espère que c'est clair. Donc, pour l'État, les 30%, c'est le droit au logement, les victimes de violences conjugales, les gens qui sortent de structures d'hébergement, statut de réfugié, des situations qu'on a déjà évoquées dans le système de cotation. Pour Action Logement, c'est donc les entreprises de plus de 20 salariés qui cotisent au 1% logement. Et pour la mairie, c'est les liens avec la commune, les gens qui ont leurs parents qui habitent ici, leurs enfants qui sont scolarisés. Voilà, on vient travailler sur la commune, on se rapproche d'une manière ou d'une autre. Et donc, si on rapproche ça des 1454 logements sociaux à Paris, sortez votre calculatrice. Ah non, c'est à Paris. À Sainte-Luce, sortez votre calculatrice, on a 20% de contingence, ça nous fait donc 290 logements sur les 1454 à Sainte-Luce que la mairie, pour lesquels la mairie peut proposer des habitants. Okay. On poursuit avec les bailleurs, donc il y a 7 bailleurs. Il y en a d'autres, il y en a plus que ça, bailleurs, mais sur Sainte-Luce, il y a ces 7-là ont des logements, gèrent des logements. La Nantaise d'Habitation, qui est une filiale d'Action Logement, donc c'est elle qui a le plus de logements, c'est logique. Atlantique Habitation pour 375. CDC Habitat, qui est une filiale de la Caisse des dépôts et consignations pour 147. Gambetta pour 52. Villogia pour 26. Harmonie Habitation pour 25. Et Crédit Immobilier de France pour 3 logements sociaux. À venir, donc la loi SRU, sur chaque projet immobilier, il y a un nombre obligatoire de logements sociaux, une proportion de logements sociaux, qui doit être de 25% sur la commune, 25% des logements de tous les logements de la commune, 25% doivent être des logements sociaux. Nous n'en sommes pas là. Actuellement, nous sommes à 21,65%, j'ai mis un petit peu plus de 20%. Il manque en fait 190 logements. La cible étant de 25, il faut aujourd'hui faire produire plus de logements sociaux sur chaque programme pour atteindre cette cible de 25. Donc, ce que l'on impose actuellement à tous les bailleurs, dans tous les programmes immobiliers, c'est 35% de logements. Alors, je n'ai pas fait de calcul, donc si à 35%, dans combien d'années on atteindra les 25? Je ne sais pas. Il faut sortir la calculette. Je ne l'ai pas fait. OK. Eh bien, revenons à cette délibération maintenant que les choses sont un peu plus claires. Cette délibération propose de voter le plan partenarial, je le répète parce que vous allez mieux comprendre, de gestion de la demande de logement social et d'information des demandeurs. Il y a déjà eu un premier plan qui se terminait en 2023, qui a permis d'établir toutes ces règles et de construire une plateforme et l'outil en fait qui va permettre, ce qui est l'objet du nouveau plan 2024-2029, d'établir le système de cotation qui sera unifié sur toutes les communes de la métropole, qui sera accessible par tous en ligne pour connaître l'état de la demande, pour que ce soit complètement transparent et accessible à tous. Je vous la fais vraiment très courte. Si vous voulez plus de détails, j'ai tout préparé. Le document fait 40 pages. Mais je ne pense pas que ce soit nécessaire. Je pense que vous avez compris. La métropole et donc toutes les communes ont à cœur de faire du logement social un outil au service des habitants, des plus défavorisés. C'est vraiment important pour nous. Et
on aura un outil qui a mis des années et des années pour être mis au point parce que c'est très compliqué. Vous avez vu le grand écart entre toutes les situations qui ont été énoncées, le système de cotation, le nombre de points sur chaque situation a été très très compliqué, a suscité beaucoup de débats, vous l'imaginez bien, pour être mis au point. Donc voilà, c'est l'objet de cette délibération que je vous demande de voter. Merci de votre attention. Merci Jean pour cette présentation très précise, complète et pédagogique. Je pense nécessaire de rappeler un certain nombre d'éléments sur le logement social, et notamment quelque chose que peu de gens savent, mais que 70% de la population, pas Saint-Just en France, peut accéder au logement social, ce qui est quand même un pourcentage important, que nous sommes engagés, nous, villes, dans le cadre d'un programme local de l'habitat, donc à produire 35% de logements sociaux dans l'ensemble des programmes qui sortent, que les objectifs du programme local de l'habitat à l'échelle de la métropole, c'est 2000 logements sur les 6000 logements livrés par an. Alors c'est un objectif qui, bon an, mal an, a globalement été respecté jusqu'en 2019, puis après ça dégringole sérieusement. Et en 2023, seuls 800 logements ont été agréés, ce qui est vraiment très très faible par rapport aux objectifs du programme local de l'habitat, mais surtout par rapport aux besoins qu'il y a dans notre société, dans notre métropole, dans notre ville, de logements sociaux. Alors Jean a cité des chiffres que je vais pas rappeler, mais c'est de très très nombreuses personnes qui sont en liste d'attente et auxquelles on ne peut pas répondre, malgré parfois des situations d'extrême précarité et de grosses difficultés sociales. Malheureusement, on ne peut pas toujours répondre à ces problématiques-là parce qu'on n'a pas suffisamment de logements. Donc bon, la ville, elle est engagée dans ce mouvement, et vous le savez parce qu'on en a souvent parlé. Les programmes immobiliers qui aboutiront peut-être et qui sont prévus, intègrent ces 35% de logements sociaux, mais le temps de les réaliser, ça met du temps, un projet immobilier. On se retrouve quand même dans une situation de carence à l'instant T, ce qui est évidemment préjudiciable pour les habitants qui ont besoin de se loger. Je voulais quand même souligner aussi, et c'est juste un dernier mot, qu'il faut quand même saluer le travail des municipalités qui se sont succédées à Sainte-Luce depuis 15 ans, qui ont permis quand même de rehausser sérieusement le taux SRU, ce que je crois de mémoire, on a dû passer aux alentours de 2009-2010 autour de 11 ou 12%, à aujourd'hui 21,65. Alors il faut faire attention avec ce chiffre-là parce qu'il n'intègre pas, l'État n'a pas fait tout l'inventaire des résidences principales, donc forcément le pourcentage est un petit peu faussé. Donc il est vraisemblable que le taux soit pas tout à fait celui-là l'année prochaine. En tous les cas, il y a eu un vrai effort de réaliser de l'ensemble des municipalités que je tenais à souligner. Voilà, merci Jean à nouveau pour cette présentation. Je vous laisse la parole si vous souhaitez intervenir. Oui, Monsieur Brasselet. Oui, je voulais tout d'abord remercier Monsieur Legovic lors de la commission là, pour la présentation qui était riche, parfois sur un sujet qui est pas simple à comprendre, donc en utilisant donc un support qui pédagogiquement est bien fait et permet donc de comprendre le système que la plupart d'entre nous donc on avait du mal à imaginer. Donc merci pour ça. J'aurais deux questions. La première question, est-ce que vous pouvez nous dire qui représente la ville de Sainte-Luce dans les comités d'attribution de logements des différents bailleurs sociaux? Et la deuxième question? Je vais attendre qu'ils me répondent et puis je poserai la deuxième. Ce sont les services. Les services. D'accord. Et ils vont à toutes les réunions, y compris en extérieur de Sainte-Luce, ou que sur Sainte-Luce? Je ne sais pas vous répondre, je ne surveille pas les agents. Oui, ce n'est pas une question de surveillance, c'est juste pour savoir s'ils vont sur
d'autres périmètres, parce que j'ai bien compris que le pourcentage, c'était un pourcentage moyen annuel d'attribution, mais il peut y avoir des logements qui sont en périphérie de Saint-Cloud sur lesquels donc, des lycéens pourraient en bénéficier. C'est peut-être, je ne sais pas. On vous donnera la réponse. C'est vrai que c'est le CCAS qui y siège et y est régulièrement, mais je ne sais pas exactement. Là, la question est trop précise pour qu'on puisse vous répondre. D'accord. On vous fera une réponse a posteriori. Ok, merci pour ça. Ma deuxième question, donc j'ai bien noté que on avait 290 logements sociaux, entre parenthèses, donc affectés à la ville. Que sur les 290, donc il était compris la résidence senior et le village SOS. Ma question, donc ça c'est par rapport aux 1454. Donc dans les 1454, dans les 1454, vous nous avez dit tout à l'heure qu'il y avait donc les résidences seniors et dans le global. Il n'y a pas la résidence senior, c'était les chiffres 2023 que je vous ai donnés. Ah d'accord. Bon, il y aura la résidence senior et donc pour l'instant il n'y a que le village SOS. Donc ma question... Et la Rose des Vents. Et la Rose des Vents. Ma question est la suivante. Est-ce que lorsqu'on calcule les 20%, est-ce que les 20% sont calculés sur la totalité des logements sociaux, y compris la résidence des Vents et SOS Village, ou en retirant? Non, c'est compris. C'est compris dedans. Oui, tous les logements sociaux, c'est logements des bailleurs, et c'est SOS Village d'enfants. Il y a des privés aussi qui ont mis à disposition leurs logements au titre d'habitation à loyer modéré, qui sont considérés comme des logements sociaux. C'est l'addition de tous ces logements qui fait les 1454 pour 2023. Attention, cela ne veut pas dire que nous attribuons les logements de la résidence, enfin de la Rose des Vents, par exemple, Non, mais qui relève de l'association la IMR. Ouais. Non, c'est pour ça, c'est un autre, entre parenthèses, réservataire qui s'approprie donc, pour ça, les chiffres 20% nous paraissent un peu élevés, non? C'est bien ça. Bon, ok. C'était mes deux questions. Je pense que ça correspond à ce qu'on paye comme pénalité par rapport à la loi SRU. Donc le décompte que je vous fournis, là, il est issu des chiffres de la préfecture qui permettent de calculer ce taux SRU. Merci, tout est clair. Pas d'autres questions? Oui, Monsieur Froger. Lors d'un précédent conseil municipal, vous aviez mis en avant le BRS en tant que réponse à la demande d'accession sociale à la propriété. Alors, donc c'est une alternative au locatif, évidemment. Et donc, nous avons deux questions sur ce sujet-là, donc sur le BRS. La première question, c'est depuis cette annonce, combien de logements ont été ouverts sur la commune dans le cadre de ce dispositif, ou programmé, parce que comme c'est du neuf, peut-être programmé. Et la deuxième question que nous nous posions, c'est est-ce que pour accéder à ce dispositif, il faut passer par justement le mécanisme de notation que vous venez d'indiquer? Merci. Pour l'attribution alors pour la durée, peut-être que Monsieur le maire a des chiffres plus précis, mais c'est extrêmement long, puisque déjà sur Nantes, il n'y a qu'un seul programme qui est sorti de terre et où les personnes habitent. Les autres sont toujours en construction. Il y en a un, moi j'en connais deux, un à la Bottière et un Mélinet qui va sortir en 2025. Pour l'autre question par rapport par rapport à l'accessibilité, comment attribution, oui, je chercher mon mot. Ça peut pas être par le logement social. C'est pas du tout le même principe puisque c'est de l'accession à la propriété et c'est un autre système et vous allez en fait
comme un programme immobilier classique. C'est ce même chemin. Il faut aller voir les bailleurs indépendamment. Donc alors, les bailleurs, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris, mais en tout cas, donc il y a une construction, le dispositif financier fait qu'il est accessible au BRS. Donc je comprends qu'effectivement il faut du temps pour construire ces programmes évidemment. Mais ma question est donc, d'abord, est-ce que ça rentre dans le quota des logements sociaux finaux ou pas de la collectivité, et donc la collectivité, ça ne rentre pas dans les lycéens qu'on pourrait favoriser sur ce type de dispositif, en tout cas. Non. On les favorise, mais ça vient en plus. Le quota, il est sur du locatif, il n'est pas sur de l'accession. Et je dirais, enfin moi, c'est une réflexion tout à fait personnelle, comme ça, en écoutant votre question. Je me dis que heureusement que ce n'est pas dans les 20%, parce que ça en ferait encore moins. Tandis que là, on a 20% de locatif et on a 25% dans le locatif, et on pourrait avoir d'autres systèmes pour une autre catégorie de personnes, parce que c'est pas forcément les mêmes. Tout à fait. Alors peut-être qu'il faut rappeler pour celles et ceux qui nous écoutent ce qu'est le BRS, le bail réel solidaire. Donc, même si on en a parlé à plusieurs reprises, c'est le principe de dissocier le foncier du bâti. Donc les personnes achètent leur bâti mais ne sont pas propriétaires du foncier, ce qui permet évidemment de réduire le coût d'acquisition pour un type de population qui est en catégorie moyen, notamment en fonction de ses revenus. C'est en fonction de ses revenus, et pour le foncier, c'est une location. Donc la personne qui achète en BRS loue le foncier. C'est de l'ordre, pour un des produits que je connais bien, c'est de l'ordre de 0,15 centimes du mètre carré. Donc ça fait un peu moins d'une centaine d'euros à l'année. Et donc, c'est évidemment exclu du taux SRU en tant que tel. Et concernant, donc, pour répondre à votre question, Sainte-Luce, donc, pour l'instant, il n'y a eu aucun logement de livré, mais il ne vous aura pas échappé que nous n'avons pas livré grand-chose compte tenu de la situation économique de la construction en ce moment. Il y a des projets en cours, notamment sur la Planchonnet, donc, avec une réflexion sur un bâtiment qui fait l'objet de préemption en ce moment, enfin de maisons qui font l'objet de préemption, et sur cet endroit-là, donc sur Planchonnet, il pourrait y avoir du bail réel solidaire. C'est l'objectif. Est-ce qu'il y a des projets de PSLA sur la commune ? Est-ce qu'il y a des projets de PSLA sur la commune ? Non, puisque le PSLA est remplacé par le BRS. Le PSLA n'existe plus sur la commune. Par contre, il y en a eu beaucoup de PSLA, et je cite un exemple livré l'année dernière. Donc c'est la résidence dont j'ai oublié le nom, qui est en face l'école Félix Tessier, où là il y a 50%, c'est 86 logements, 50% logement social, 50% de PSLA. Mais c'est fini, le PSLA, il n'y en aura plus. Et juste pour préciser, effectivement, c'est le BRS a été le moyen de contrecarrer les méfaits du PSLA, qui est en gros le même système, sauf que le PSLA revient dans le marché classique privé au bout de 10 ans. Donc ce n'est plus un habitat social, alors que le BRS, pour le vendre, on ne peut pas le vendre sur le marché privé 20 ans après, 15 ans après, il n'y a pas de durée. Il sera vendu via l'office, il doit passer par l'office OFS. Voilà. Et on doit passer par là, et il est vendu dans des prix encadrés qui sont le montant de l'achat, plus les travaux avec des plafonds, avec les travaux soumis à l'indice de la location, il me semble. C'est pas pour éviter, c'est pour la supprimer. Et pour accéder au BRS, il ne faut pas être propriétaire, avoir un bien et vouloir accéder dans un autre lieu. Sont privilégiées les personnes qui sont locataires
Et dans la plupart des cas, c'est souvent des programmes qui sont réalisés par la CDC ou par des bailleurs sociaux qui font de l'accession à la propriété. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Merci pour ce débat riche. Je mets donc aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Cette délibération est donc adoptée. Délibération suivante, c'est Patrick Cottrel concernant l'avenant à la convention de participation financière pour la route de Thoiry, pour l'étude sur la route de Thoiry, pardon. Merci. Oui, une délibération sur le renouveau du centre-ville, surtout sur la route de Thoiry. Il y a un travail qui a été commencé avec Nantes Métropole, en gros à 50-50, c'est-à-dire que cette étude est financée à part égale entre Nantes Métropole et la ville de Sainte-Luce. Il se trouve que ce projet est relativement compliqué, en particulier en ce qui concerne la question des flux de circulation. Et il faut vraiment approfondir parce qu'on a des largeurs qui sont contraintes à certains endroits et on doit essayer de faire passer à la fois les flux de transport en commun, d'automobiles, de piétons et de vélos. Ce qui n'est pas toujours simple dans des espaces contraints. Donc il a fallu approfondir cette question-là et donc rajouter du coup des réunions supplémentaires à la fois du comité technique et du comité de pilotage. Donc Nantes Métropole avait conclu avec Masterplan un contrat d'aide sur l'élaboration de ce plan et une demande a été faite d'un supplément d'intervention de Masterplan qui couvre 2 réunions du comité technique et 2 réunions du comité de pilotage. Et ça représente pour Sainte-Luce, à 50-50 avec Nantes Métropole, une somme de 3 450 €, toutes taxes compris, qui viennent s'ajouter à la somme initiale de 53 685. Donc il est demandé d'approuver cet avenant qui tient principalement à cette nécessité d'approfondir la question des déplacements sur cet axe. Merci Patrick. Est-ce qu'il y a des interventions? Oui, Monsieur Bracelet. J'ai juste une petite question là. J'ai vu hier ou avant-hier là dans le journal que la ville de Thoiry allait se proposer pour rentrer dans le réseau de chaleur de l'agglomération. Et donc ma question, est-ce que cette demande-là vient impacter la réflexion concernant les travaux sur la route de Thoiry? Parce qu'il faudra bien que le réseau il arrive par quelque part, ou est-ce que c'est par la route de Paris? Est-ce qu'il y a une concertation avec Thoiry pour savoir si on sera impacté ou pas, quoi? Impacté par les travaux, par le fait de passer les réseaux. Ouais. C'est ça, hein? Ouais. Alors non, il n'y a pas eu d'échange à ce stade avec la ville de Thoiry, mais on va s'en assurer. Là, je ne maîtrise pas le sujet. Je vais en parler avec Martine Auger, mais par contre, Martine Auger nous a sollicité sur une étude de déplacement qu'ils sont en train de mener. Donc ça, il y a une discussion qui est en cours sur le sujet. Mais le réseau de chaleur, je pense d'ailleurs qu'il est un peu plus au nord de la commune de Thoiry. Mais je vais m'en assurer, oui. C'est sur la ZAC des 2 ruisseaux qui est au nord, hein, donc qui ouvre plus facilement sur la route de Paris que sur l'axe Sainte-Luce-Thoiry. D'autres questions, interventions? Non? Bien, je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Cette délibération est donc
adopté. Délibération suivante, il s'agit d'une convention de partenariat entre Nantes Métropole et l'Union des groupements d'achat public que vous connaissez sous le nom de l'UGAP. Et je passe la parole à Vincent Groussin. Et donc bonsoir. Donc le schéma de promotion des achats responsables adopté en juin 2022 par le Conseil métropolitain a érigé comme principe d'action la mutualisation des achats. Celle-ci permet notamment d'obtenir des conditions économiques plus favorables, notamment dans le cadre des marchés d'envergure nationale. Depuis 2019, Nantes Métropole coopère à l'UGAP, dont la vocation est de massifier les achats au niveau national, dans le respect de du Code de la commande publique, tout en prenant en compte les objectifs du développement durable. C'est pourquoi il est proposé au Conseil municipal d'adhérer à la nouvelle convention partenariale conclue entre la métropole, ses communes membres et l'UGAP. La nouvelle convention intégrera également une dimension locale et responsable, apportant une réponse complémentaire aux enjeux du schéma de promotion des achats responsables. Merci Vincent. Est-ce qu'il y a des questions, interventions? Il n'y en a pas. Qui est contre? Qui s'abstient? Cette délibération est donc adoptée. Vincent, toujours, concernant la délégation de fonctions qui me sont accordées au titre des marchés publics. Donc, le 30 septembre 2020, le Conseil municipal a donné délégation au maire pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords cadres d'un montant inférieur au seuil des procédures formalisées applicables au 1er janvier 2020, soit 214 000 € pour les marchés de services et de fournitures et 5 350 000 pour les marchés de travaux. Aujourd'hui, ces seuils ont été modifiés et seront amenés à l'être dans le futur. Aussi, afin d'assurer l'adéquation de la délégation accordée au maire avec l'évolution des seuils des procédures formalisées, il est proposé au Conseil municipal d'accorder au maire la délégation suivante: de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés d'un montant inférieur au seuil proposé formalisés tels qu'ils sont fixés par le gouvernement. Voilà. Donc, voilà. Merci Vincent. Est-ce qu'il y a des interventions sur ce sujet? Pas d'intervention. Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Cette délibération est donc adoptée. Délibération suivante, Marc David, concernant la convention de participation pour la prévoyance des agents avec le centre de gestion. Merci, monsieur le maire. Bonsoir tout le monde. Donc, la protection sociale complémentaire dans la fonction publique territoriale. Donc, il y a eu des discussions, un accord national qui a été signé le 11 juillet 2023 pour pouvoir mettre en place, alors il y a déjà un régime qui existe aujourd'hui en matière de prévoyance pour les agents, mais qui nous donne une obligation sur la prévoyance à compter du 1er janvier 2025 et pour la protection de la santé au 1er janvier 2026. Donc cette mise en place de la protection de la prévoyance oblige des négociations avec les assureurs et bien entendu une ville comme Sainte-Luce toute seule n'a pas un gros rapport de force devant ceci. Donc en fait le principe c'est de donner le mandat au centre de gestion qui s'est regroupé au niveau des Pays de Loire pour pouvoir négocier avec les assureurs des contrats qui sont un peu plus intéressants. Et malheureusement, en complément de ça, c'est qu'on attend aussi, parce que ça a été décidé au niveau national, mais le Conseil supérieur de la fonction publique n'a toujours pas défini un certain nombre de choses, notamment les montants, les taux et compagnie. Donc les textes ne sortiront pas avant la fin de l'année pour une application au 1er janvier 2025. Donc ça va être sans doute un petit peu compliqué dans la négociation. Mais voilà où on en est aujourd'hui. Donc l'objectif de cette délibération est de donner mandat au centre de gestion pour ces négociations. Merci. S'il n'y a pas d'intervention, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Cette délibération est donc adoptée. Délibération suivante concernant les stagiaires BAFA. Marc. Oui.
pardon, je t'ai coupé la parole sans le vouloir. C'est pas volontaire. Donc le BAFA, donc, tout le monde connaît ce brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur, donc, qui existe depuis 1973. Je ne savais même pas que ça remontait aussi loin que ça. Donc aujourd'hui, le changement, pourquoi on vient sur cette délibération, c'est que depuis la réforme du baccalauréat, eh bien, les 17-18 ans sont beaucoup moins disponibles au moment des périodes où il y a besoin d'animateurs. Donc, en fait, l'État a ouvert la possibilité de recruter des animateurs depuis le 1er juillet 2022, de recruter des animateurs de 16 ans. Donc, 16 ans, ce n'est pas les mêmes régimes de rémunération et on ne peut pas les compter dans les taux d'encadrement. Donc, c'est une gratification de stagiaires. Donc, on les accueille en sureffectif au sein des équipes d'animation, et on va les gratifier selon un régime, un barème minimum qui est de 4,35 € par heure, et ils font un temps de travail aussi qui est inférieur au temps de travail habituel des animateurs, qui dépasse, je crois, qui tourne autour des 50 heures pour les animateurs habituels. L'impact budgétaire pour l'année 2024 sera de 4 000 €. Merci. Est-ce qu'il y a des interventions? Il n'y en a pas. Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Cette délibération est donc adoptée. Délibération suivante concernant l'accroissement temporaire d'activité. Alors, l'accroissement temporaire d'activité, je ne reviens pas sur un événement malheureux qu'on a vécu au sein du service communication. Donc, dans l'attente de recruter un directeur de communication et de renforcer l'équipe, on propose au conseil municipal donc de recruter un emploi non permanent de community manager pour une durée de 5 mois sur le cadre d'emploi de rédacteur. Donc on est sur un emploi non permanent pour accroissement temporaire d'activité. Et c'est des crédits qui avaient été inscrits au budget 2024. Merci. Il n'y a pas d'intervention. Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Cette délibération est adopté. Délibération suivante, modification du tableau des effectifs. Marc David. Alors, comme à chaque conseil municipal, ou presque, je crois qu'il n'y en a eu qu'un seul conseil où on n'a pas fait de modification de tableau des effectifs, on se met donc en accord avec les emplois que nous avons au sein de la collectivité. Donc, dans ce tableau, nous avons un certain nombre de créations qui sont suite à des... Alors, le premier, c'est un technicien pour suite à un départ en retraite. Le second, c'est un animateur, puisqu'on a recruté au sein du service animation et sport un animateur de catégorie B. Et puis, on est dans je l'évoquais tout à l'heure, dans le cadre du renfort d'activité, on est dans le recrutement d'un poste de directeur de la communication. Donc là, on est sur une catégorie A, un grade d'attaché. Donc c'est pour ça qu'on le retrouve ici. Sur les suppressions, donc on a un départ en retraite d'un adjoint technique, on a la fermeture du grade du directeur de la communication que nous avions, et la fermeture des 2 postes qu'on avait ouverts pour le recrutement du chef animation et sport, où on était sur un attaché ou un conseiller des activités physiques et sportives, où finalement le recrutement, on a recruté quelqu'un qui vient de Sucé-sur-Erdre et qui a le grade d'animateur. C'est pour ça qu'on a créé dans le tableau des effectifs, dans les créations, le poste d'animateur. Merci. Est-ce qu'il y a des interventions? Oui, Monsieur Brasselet. Alors, je n'ai pas une intervention directement liée à ce que vient de dire Marc. Est-ce que c'est plus une intervention générale là, concernant des recrutements? Est-ce que je peux me permettre de... la question que je voulais poser, vous nous avez présenté récemment le dispositif argent de poche qui était destiné donc aux jeunes. Et la question que je me pose, est-ce que vous, en tant que municipalité, vous envisagez de vous lancer dans le nouveau dispositif lancé par le gouvernement du service civique écologique, donc qui est destiné aux jeunes, là aussi, de 16 à 25 ans, avec des durées de contrat de 6 à 12 mois bien ciblées, puisque donc ça serait une bonne
continuité de l'action que vous avez lancée avec l'argent de poche, avec une rémunération qui peut être plus intéressante. Et en plus, il y a le mot écologique, donc logiquement. Marc. Oui, mais bon, que ce soit de l'apprentissage ou que ce soit de l'accompagnement, on sera toujours dans la démarche d'encourager ces recrutements et ces actions, mais sous réserve, je mets une réserve, sous réserve également que les services soient demandeurs et d'avoir quelqu'un avec les compétences pour les accompagner. Parce qu'il ne s'agit pas de prendre quelqu'un et puis de le laisser dans un coin à rien faire. Il s'agit que ce soit une réelle plus-value dans l'activité qu'ils vont exercer et une réelle formation qu'ils peuvent faire apparaître après sur un CV, quoi. Mais surtout pour la personne. Merci. Pas d'autres interventions. Je mets aux voix cette délibération. Qui est contre ? Qui s'abstient? Cette délibération est donc adoptée. L'information suivante concerne les décisions prises dans le cadre de la délégation du conseil municipal au maire. Donc vous avez les délivrances et reprises de concessions. Vous avez des renouvellements de cotisations villes et villages fleuris qui viendra, je crois, au début de l'été. L'association des maires, Polénise, le conseil architecture, donc c'est des renouvellements. Il y a des mesures comptables et puis il y a donc les marchés publics avec 2 marchés publics qui ont été accordés pour les travaux de sécurisation de la rénovation de la gendarmerie et puis pour l'aménagement des jardins familiaux aux Ilettes. Donc ces jardins qui ouvriront normalement pour le printemps 2025. Est-ce que ça suscite des interrogations ? Il n'y en a pas. Eh bien, chers collègues, l'ordre du jour est terminé. Peut-être vous donner une réponse à une de vos questions que vous avez posées sur les réseaux de chaleur à Thoiré. Donc, c'est bien un réseau très localisé, donc qui se situe entre les 2 ruisseaux et le parc des sports. Donc, il ne traversera pas la route de Thoiré, à l'instar du réseau de Laminet. Voilà pour la réponse à votre question. Je vous souhaite une très bonne soirée et puis nous nous retrouvons le mercredi 26 juin à 18h30 en cette salle, notamment avec le vote du compte administratif. Excellente soirée à tous.